Le 24 août 2016, je mettais en ligne la toute première vidéo de la chaîne. Celle-ci était dédiée à l'édition 2016 du Motocultor, le festival métal de 27 hectares situé à Saint-Nolff dans le Morbihan. À cette époque, j'aimais le métal depuis 6 ans et j'avais jamais fait de festival de musique extrême. Et un jour, j'apprends que Shining, un groupe que j'adore qui utilise du saxophone sur plusieurs chansons, joue dans cette édition. Ne voulant pas rater leur concert, je me suis lancé dans le bénévolat dans le montage et le démontage. Et depuis, j'ai fini par revenir chaque année tant l'ambiance est excellente. Cette envie est également venue quand j'ai appris qu'en 2017, le festival allait fêter ses 10 ans, mais aussi par envie d'apporter un petit soutien, car à l'époque, le festival avait d'importants problèmes d'argent, les obligeant à faire du financement participatif qui a très bien fonctionné grâce à 630 donateurs. Mon travail depuis que j'y vais consiste à installer les barrières dessinant les périmètres du festival et de mettre ce qu'on appelle de l'occultant, sinon on se croirait en tôle dans le festival. Chaque année, je retrouve presque la même équipe auquel je suis affilié et qui se fait appeler la Cotorep Crew. Et dans la Cotorep Crew, on est clairement de très gros bosseurs. Et en 2018, pour la première fois de son histoire, le festival était complet. 30 000 personnes étaient présentes, la programmation était énorme et les organisateurs ont commencé à régler les dettes aux partenaires qu'ils ne pouvaient pas payer. D'ailleurs, leur dette est toujours en train de se baisser. Comme je l'ai expliqué à l'époque, je voulais faire une vidéo pour l'occasion, mais j'avais un son au portable dégueulasse durant l'enregistrement des vidéos. Mais depuis, je l'ai changé pour un de meilleure qualité. Et cette année, comme c'est indiqué dans le titre, je vous propose une escapade au Motocultor 2019. Petite précision, les extraits de concert que je vais vous montrer seront soit courts, soit longs, car 1. J'avais pas envie de faire chier les gens derrière moi, et 2. J'avais envie de profiter du reste des concerts. Cette édition a apporté une grosse nouveauté, l'ajout d'un 4e jour. Dans un sondage donné aux festivaliers et bénévoles, il y avait une section demandant quel genre de musique les gens voudraient, et beaucoup de métalleux sont passionnés par la musique folk, et ce 4e jour est pleinement consacré à ce genre. Pour cette journée du 15 août, la programmation était composée d'artistes assez connus du genre, comme Corvus Corax ou Steelvolk. Et même si à la base ce genre de musique me fait un tout petit peu chier, j'avais envie de voir un de ses plus grands représentants, Alan Stivell, qui est clairement l'un des plus grands noms de la musique bretonne. Un homme maîtrisant beaucoup d'instruments tels que la harpe celtique ou la flûte irlandaise par exemple. Bien que je connaissais l'artiste que de nom, j'ai découvert son travail durant les jours d'avant le festival, et c'est assez agréable à écouter bien que je ne parle pas du tout breton. Bref, je vous laisse écouter ce qu'il fait. En plus de cette journée supplémentaire, un marché médiéval fut installé pour les 4 jours de festival. On y trouvait des fabrications artisanales dédiées au fantastique, des figurines, des fringues, et il y avait même des démonstrations de combat à l'épée.
Mais l'énorme annonce de cette année est l'opéra rock Excalibur de Alan Simon. Venu célébrer ses 20 ans d'existence, la particularité de l'opéra, en plus de parler de légendes celtiques, est qu'il y a un très grand nombre de musiciens du rock et de la musique celtique. 120 artistes sur scène, quand même. Bien entendu, je ne vais pas toutes les citer, mais voici quelques noms d'artistes de cet opéra rock. Sauf qu'au final, j'ai été vachement déçu du résultat, et je suis pas le seul. La troupe avait 1 heure de retard, et Alan Simon perdait beaucoup de temps en racontant l'histoire de chaque chanson. Et musicalement, c'était trop du déjà vu selon moi. Pour clore cette journée spéciale musique celtique et entrer dans l'univers du métal, je suis allé voir pour la 2e fois Helvetii. Le célèbre groupe de folk metal suisse était déjà venu en 2015 et j'avais adoré leur performance en 2017. Il s'agit de mon groupe de folk metal préféré, mélangeant incroyablement bien la musique celtique et le métal. J'ai découvert ce groupe quand j'avais dans les 15 ans avec le titre Ignis Mona. A l'époque, bien que j'étais plus rap que metal, j'avais été scotché par le chant guttural de Kraigel Glanzmann, le fondateur du groupe, et par la puissance musicale de ce morceau. Mais ce morceau étant archi connu, je vais vous montrer un extrait de The Call of the Mountain, également connu, mais que la chanteuse a chanté en français. Et c'était un moment magique, et le reste du concert, franchement, c'était énorme. Pour commencer la journée du vendredi 16 août, j'ai commencé les concerts avec le groupe Mars Red Sky. Si la ville de Bordeaux est connue dans le rock grâce à Noir Désir, ce groupe de rock psychédélique est assez entraînant à écouter et actualise très bien le style qui est assez courant dans ce festival, puisque des groupes comme Blue Pills ou Radio Moscou étaient déjà venus et je vous les conseille franchement. Bref, voici ce que donne Mars Red Sky. Juste après, j'ai enchaîné avec 2 groupes. Le premier représente la scène locale et il s'agit de Oxcrone, un groupe de stoner dont les membres sont originaires de Vannes, et ils ont enregistré un EP disponible sur YouTube qui mérite d'être écouté. Et pour avoir rencontré les membres au bar VIP, je peux vous dire qu'ils sont vraiment sympas. D'ailleurs, une des nouveautés pour les bénévoles était que le bar VIP nous était accessible à tous, alors que c'était pas le cas avant. L'intérieur était très joli, les canapés qui étaient chauds à porter étaient bien placés, et plusieurs tableaux décoraient avec élégance le lieu. Sauf que par respect pour les possibles artistes que je croisais, je n'ai rien filmé de cet endroit. Pour revenir à Oxcrone, voici ce que ça donne. Le
Le deuxième groupe que je suis allé voir est un groupe de heavy metal suédois répondant au nom de Moustache, appelé ainsi en hommage au célèbre moustachu du rock. Et leur concert était juste dingue. Leur musique donne vraiment la pêche, le chanteur a une voix époustouflante et il interagit beaucoup avec le public. Par contre, durant les dédicaces, le chanteur entendait très mal. C'est à cause des amplis qu'il avait derrière le dos durant le concert. D'ailleurs, voici un petit extrait du concert. En dehors des concerts, beaucoup ont remarqué que le motocultor commence à se décorer, avec par exemple les roues de tracteur en guise de banc, les panneaux en palette de bois pour indiquer les deux grandes scènes, ainsi que les jolies sculptures fantastiques de Nania Museum, qui est un musée orienté fantastique situé à Rochefort-en-Terre. Si ça vous intéresse, le lien du site internet est en description. À de nombreuses reprises, je me suis baladé dans ce qu'on appelle le Metal Market, un chapiteau avec plusieurs exposants venus proposer divers articles comme des fringues, des patchs, des CD ou des vinyles, des bouquins et des bijoux. Il y a même quelques marques qui viennent présenter leurs articles. Cette année, c'était la marque Crève, une marque de vêtements française très prisée dans le métal que je suis depuis 3 ans et qui, en plus de présenter leur nouvelle collection, ont créé un t-shirt en collaboration avec le festival. Dans les achats que j'ai faits, j'ai pris un suite, 3 CD et le nouveau livre de Willard Gunas intitulé Gods of Metal, en rendant hommage à plusieurs artistes du métal, et dont vous voyez un extrait de la dédicace qu'il me préparait, représentant Snaggletooth, la mascotte de Motorhead. Pour revenir à la programmation, je ne voulais pas rater le groupe de post-black metal Au-dessus. Si en France, la Lituanie est tristement connue pour ce qui est arrivé à Marie Trintignant en 2003, on connaît peu de choses sur sa culture musicale, et Au-dessus crée une atmosphère lourde mais accessible pour du black metal. Et bien que vous aurez un extrait assez rapide, le reste du concert valait le coup. Bien plus tard, à 17h, fallait que je me grouille pour ma part car 2 groupes étaient en dédicace, à savoir le groupe de death mélodique suédois Soilwork, dont j'avais l'album Verkligheten, et Au-dessus qui était sur le stand de leur label Les Acteurs de l'Ombre, dont j'avais acheté l'album End of Chapter. Au final, les membres des 2 groupes ont accepté volontiers de signer les albums et étaient encore une fois très cool. Une fois être allé rencontrer Au-dessus, peu après, je suis allé voir Iron Regan, mais j'ai trouvé le son un tout petit peu décevant. Du coup, j'ai filé à la Dave Mustache pour aller voir un des groupes que j'attendais le plus, Death Angel. Ce groupe de thrash metal formé en 1982 a la particularité que plusieurs membres du groupe étaient très jeunes quand le groupe s'est formé. Pour vous donner un exemple, Mark Ozegeda, le chanteur actuel, avait 15 piges quand il a rejoint le groupe en 84. Et à maintenant 50 ans, il continue d'accompagner la musique du groupe avec sa voix fabuleuse. Et le concert était vraiment impressionnant. Beaucoup d'interactions avec le public, les guitaristes dépotaient, la batterie était top, bref, j'ai vraiment kiffé. Après le grandiose concert de Ange, groupe de rock progressif que j'ai pas filmé parce que 1. J'étais avec des proches, 2. Il y avait des mecs très grands devant moi à chaque fois, et j'ai pas de bol. Je suis allé voir Soilwork et franchement quel concert. Björn Strid est comme beaucoup le disent un chanteur qui varie avec brio un chant guttural très puissant et un chant clair plus mélodieux. Les musiciens étaient excellents et l'interaction avec le public fonctionnait. D'ailleurs le chanteur adorait faire taper des mains les festivaliers. Bref, voici un extrait un peu trop rapide, je suis désolé. Après ce concert, j'ai adoré voir les Allemands de Cadavar et leur rock inspiré de Led Zeppelin et Black Sabbath. Et j'ai tenu à peine 5 minutes devant Magma que beaucoup attendaient.
Je voulais voir aussi NoFX, les Ramoneurs de Menhir et Turbo Negro, mais avec le mauvais temps et le fait que les chapiteaux débordaient de monde durant leur concert, je suis finalement rentré chez moi, déçu de ne pas être allé les voir, mais avec des concerts gravés dans ma tête. Pour la journée du samedi 17 août, je suis arrivé un peu en retard pour le concert du groupe de métal progressif Shadion, formé à Brest en 2002. Le groupe, ainsi que le chanteur et guitariste Emmanuel Kress, nous a transportés dans un son entre le heavy metal des années 80 et le metal progressif. Et les résultats étaient assez impressionnants à écouter et le groupe avait l'air d'être assez attendu vu le nombre de personnes qu'il y avait. Voici un petit extrait de Shadion. Ce qui me plaît au Motocultor est clairement son ambiance. Loin des clichés des métalleux cons comme des pelles et très méchants. Les gens sont tous vraiment très gentils et assez respectueux envers nous autres bénévoles. En 4 éditions effectuées, j'ai jamais eu de problème. En revanche, il y a un point en tant que bénévole que je ne peux pas passer sous silence, c'est l'organisation de cette année. En 4 Motoculteurs, j'ai jamais vu une organisation aussi catastrophique. Et le festival est connu pour son organisation parfois maladroite, mais alors là, ils ont fait très fort. Il y a 5 points noirs que j'ai relevés. Premier point noir, l'équipe de régisseurs pendant le montage et le démontage étaient presque des putains d'amateurs, alors que leur boîte existe depuis quand même 4 ans, j'ai vérifié. Ils nous affectaient souvent n'importe où et pas forcément dans des endroits appropriés pour certains bénévoles. En 4 éditions, c'est la première fois que mon dos était autant sollicité. J'ai dû me poser pendant 20 minutes dans le chapiteau où l'on prend le petit-déj, et il y avait d'autres bénévoles qui, comme moi, trouvaient l'équipe de régisseurs pitoyable. Et d'après certains, ils négligeaient la santé de certains bénévoles. Deuxième point noir. Durant la journée du 15 août, beaucoup de festivaliers me demandaient où se trouvait le plan de la programmation. Et moi-même, j'étais comme un con à en chercher un. Et au final, ils sont arrivés vendredi après-midi. Bonjour l'image du festival après. Troisième point noir, beaucoup de bénévoles venus pour l'exploitation se sont cassés. Soit parce qu'ils en avaient marre de ne pas avoir assez de pauses, soit parce qu'ils n'avaient pas reçu le mail de confirmation de leur candidature. Résultat, il y avait des queues de ouf un peu partout, et quand je suis allé chercher à bouffer le dimanche au stand de restauration, ils étaient pas assez nombreux, et le mec qui m'avait servi, oh là là, il avait l'air épuisé, je vous raconte pas. Quatrième point noir, la météo avait rendu le terrain couvert de boue un peu partout, et la paille qui fut installée à des endroits précis était clairement insuffisante car la boue empirait. Pour de futures éditions, il est très important de voir les conditions météorologiques. Et cinquième point noir, c'était un gros point noir que j'avais parlé aux organisateurs durant une assemblée générale, le festival est incroyablement mal éclairé la nuit. C'était très dur de voir à certains endroits et c'était limite dangereux. Je suis sincèrement désolé si ce petit coup de gueule de bénévole était long, mais c'était nécessaire pour améliorer nos conditions. Mais même si on en chie, il y a beaucoup de solidarité entre nous, on est très bien nourris et tous les ans on revoit les habitués comme moi et c'est vraiment cool. Bref, je reprends avec les groupes. Après avoir pris mon pied devant le groupe de punk canadien Cancer Bats dont voici des photos, je suis allé faire le curieux à la Suppositor Stage pour voir vite fait Gros Nibar. Cela faisait 8 ans que le festival voulait programmer ce groupe originaire de Nantes, et de ce que j'ai retenu du concert au loin, c'est des musiciens en petites culottes car en général ils sont à poil en concert, une bataille debout bon enfant, et un concours de lancer en hauteur de rouleau de PQ qui me faisait bien marrer. Après ce spectacle bordélique, je suis allé voir une de mes plus grosses attentes de festival, Harakiri for the Sky. Si l'Autriche est connue pour nous avoir donné les croissants, elle nous offre avec l'édition 2019 du Motocultor un groupe de post-black metal dont la musique est juste phénoménale. À la fois mélancolique et très intense, elle ne saute pas à la tronche comme le black metal traditionnel avec lequel j'ai beaucoup de mal. Ici le chant est crié mais pas crié de manière dégueulasse comme on l'entend trop souvent dans le black metal. C'est à la fois un chant crié compréhensible et agréable à écouter grâce à ces talentueux musiciens. Leurs chansons sont très longues, durant toutes entre 8 et 10 minutes, mais ça gêne pas du tout. Pour avoir écouté 2 fois leur nouvel album Arson qui dure quand même 1h15,
Je le dis tout de suite, on passe un moment juste bluffant. Je vous laisse quelques extraits du concert. Et 10 minutes plus tard, je suis allé voir un trio de métal progressif suédois que beaucoup connaissaient mais que j'ai découvert, à savoir Freak Kitchen. Depuis 1992, ce groupe a la particularité de mélanger le métal avec un tas d'autres styles de musique. Il peut y avoir des influences de jazz, de pop, de blues ou même de musique latine. Bref, beaucoup de choses inspirent le groupe et leur chanteur et guitariste Mattias Eklund. Ce dernier est connu pour avoir non seulement beaucoup de talent, mais en plus de transformer leurs concerts en spectacle. Par exemple, on l'a vu utiliser un vibromasseur comme médiator ou jouer de la guitare avec un peigne. Leur concert au Motocultor était vraiment un de mes préférés. Le son était impeccable, les titres choisis tous plaisants et Mattias Eklund, pour interagir avec le public, faisait très souvent le pitre sur scène. Par exemple, il nous faisait taper sur nos joues avec nos doigts, ou apprendre le suédois avec le titre d'une chanson appelée Sokan Tegoner int Aspen Erpo, et qui était au premier abord juste imprononçable. Je vous mets un extrait de la première chanson qu'ils ont jouée, à savoir Morons et Sokan machin chose, toutes les deux venant de leur nouvel album Confusion to the Enemy. Peu après Freak Kitchen, j'enchaîne avec ce qu'on appelle un super groupe ou all-star band, c'est-à-dire un groupe de musique composé d'artistes venant du rock ou du metal, sauf que ce groupe fait du classique rock. Alors laissez-moi vous présenter The Night Flight Orchestra. Depuis 2007 et sur l'envie de Beyond Street de Soilwork et d'autres artistes venant du metal, The Night Flight Orchestra recrée un classique rock digne des années 80 avec des synthés, des compositions de guitare et le reste nous ramenant dans le passé. Au départ, Beyond Street ne savait pas comment les gens allaient accueillir ce groupe car ils ont commencé les tournées qu'en 2017. Et les gens ont vraiment kiffé l'idée, et c'était aussi le cas au Motocultor. J'ai passé un excellent moment devant The Night Flight Orchestra. En plus, je voulais absolument les voir, et pour le coup, je vous offre 3 extraits de leur excellente prestation.
Le soir même, un très grand nom du hard rock venait sur la Dave Stage avec une dizaine d'amplis supplémentaires. Un groupe que beaucoup ont connu dans les années 80 ou sur le Guitar Hero World Tour. Je parle de Trust. Depuis les années 70, Trust est le groupe de hard rock le plus connu avec Vulcain que j'avais vu et adoré en 2016. Et même si ce dernier est souvent surnommé le Motörhead français, c'est du hard rock et je vous le conseille. Bref, Trust on les connaît pour plusieurs de leurs titres très politisés, comme le célèbre Antisocial ou Darkier par exemple, dont les chansons sont écrites par Bernie Bonvoisin, le chanteur, toujours accompagné par le grand guitariste Norbert Nonokrieff. D'ailleurs, beaucoup aiment ce musicien et un petit peu moins le chanteur. Ayant vu la performance de Trust au Hellfest 2017 et la voix très fatiguée du chanteur, j'avais peur du résultat au Motocultor. Et le concert était plutôt sympa. Bernie Bonvoisin, bien que ridiculement habillé comme un rappeur à 63 ballets, avait une voix vraiment meilleure que dans les vidéos que j'ai vues du Hellfest 2017. Et les dizaines d'amplis supplémentaires sur scène avec la pochette de leur album Fils de lutte avaient vraiment de la gueule. Dans les extraits que je vais vous dévoiler, vous trouverez une de leurs nouvelles chansons et le légendaire Antisocial, qui si on remplace certains mots, a plutôt bien vieilli. Après avoir adoré le concert de Mgwa que j'ai pas filmé car j'étais loin de la scène, j'ai terminé la journée du samedi avec les Finlandais de Korpiklani, à la fois un groupe racontant les légendes de leur pays, ainsi que des chansons festives ou à boire mais en moins ambiance fin de soirée au bar PMU du coin. C'était clairement un des concerts les plus énergiques que j'ai eu à voir de tout le festival. Le chanteur avait la patate et chantait très bien, il faisait complètement oublier au public que le groupe avait 1 heure de retard aux dédicaces avant le concert. J'étais super bien placé, l'interaction avec le public était régulière, il dansait beaucoup, c'était un très grand moment ce concert. Les extraits que je vais vous montrer sont une des chansons du début du concert et le titre qui m'a fait connaître Korpiklani, Wooden Pins. Pour le dimanche 18 août, j'ai dû aller en vélo car aucun bus ne circule le dimanche. Et Van Sanolf en vélo, c'est 50 minutes avec des montées bien chiantes. Malgré cela et avec 5 minutes de retard, j'arrive vers 11h50 pour le concert d'un groupe de hard rock originaire de Sydney, The Lazies. Le hard rock est un style que beaucoup de personnes peuvent écouter sans problème. Même si on n'est pas forcément fan du style, on s'est tous tapé du AC/DC. On a je pense tous entendu Too Much Too Young Too Fast de Airborne. Et si ce dernier a réussi à réactualiser le genre,
The Lazies sont clairement les héritiers de AC/DC. Il suffit par exemple de comparer la voix du chanteur Leo Harrison avec celle de Bon Scott ou Brian Johnson. C'est assez ouf la ressemblance. Leur concert était excellent, en plus j'étais devant. Et pour un groupe dont le nom se traduit par les feignasses en anglais, ils se donnaient vraiment à fond sur scène. Je vous mets un extrait du titre qui m'a fait connaître ce groupe, Nothing But Trouble. Trois heures plus tard, je suis allé voir les Parisiens de Pensée Nocturne, et pour du black metal, j'ai pris une sacrée claque. Leur nouvel album parle d'un cirque démoniaque et les membres du groupe étaient déguisés en clowns cauchemardesques. Et niveau musique, c'était bien foutu avec les instruments classiques d'un groupe, c'est-à-dire basse, guitare, batterie, mais aussi avec une trompette ou un trombone. Et le chanteur variait entre un chant caverneux bien dégueulasse et une voix façon Monsieur Loyal. C'était vraiment impressionnant. 5 minutes plus tard, je regarde une de mes découvertes sur la Suppositor Stage, les Américains de Midnight. Ce groupe, c'est comme si Motörhead avait couché avec du black metal, et le résultat donne des mecs portant des cagoules comme pour un braquage, avec une musique vraiment efficace. Et le concert était efficace d'ailleurs. Le micro fatiguait un petit peu par moments, mais ça m'a pas empêché de vraiment adorer la musique, dont voici un petit extrait. Ensuite, j'ai dû attendre un long moment pour voir l'artiste auquel personne n'aurait pu s'attendre dans un festival comme le Motocultor, puisqu'il s'agit du chanteur pour enfants Henry Death. Il est inutile de présenter ce monsieur qui est l'auteur de beaucoup de comptines pour enfants toutes innocentes. Mais là, vous vous demandez, mais ils sont sérieux les mecs d'avoir programmé Henry Death dans un festival de métal ? Et la réponse est oui, car il venait avec le groupe de rock The Grand Gamin, dont fait partie son fils, Pierrick. L'idée de Henry Death and The Grand Gamin est de reprendre les titres du chanteur en version rock et métal. Et je m'attendais pas à ce que les gens l'attendent au point de gueuler son nom. Non mais je veux dire, écoutez ça, c'est dingue. Bien que j'ai jamais écouté de Henry Death quand j'étais gamin, j'ai passé un excellent moment devant ce concert. L'ambiance était trop marrante et voir des mecs slammer sur sa musique était énorme. En plus, il y avait un Wall of Death absolument balèze, que j'ai pas filmé par contre parce que j'ai pas sorti mon portable à temps. Quoi qu'il en soit, il y a eu que des barres de rire dans ce concert. Voici quelques extraits du concert en question. Après avoir oublié que Izan, le chanteur de Emperor, jouait en début de soirée, je suis allé voir les Suédois du groupe Avatar.
Un groupe dont les costumes sont très inspirés du théâtre classique avec une musique au moment calme qui devient rapidement énergique. Et quel concert franchement! Même si j'étais loin, j'ai totalement adoré. Le son était top, l'interaction avec le public fonctionnait, et la voix du chanteur, alors là, elle m'a époustouflé. Et maintenant, si vous voulez bien, quelques extraits du groupe Avatar. Même si j'étais loin, encore une fois, je m'en excuse. J'ai terminé cette dernière journée en allant voir le groupe de thrash metal Sacred Reich, formé en 1985 et que je connaissais uniquement de nom. Contrairement à ce que le nom pourrait penser, Sacred Reich n'a aucune sympathie envers les nazis. Leurs textes sont assez politiques et abordent des thèmes sérieux comme la guerre, le racisme ou la justice, dans une musique rapide et entraînante, accompagnée par la fabuleuse voix de Phil Rind. Et leur concert était juste parfait. Venus pour promouvoir leur 5e album Awakening, 26 ans pour attendre ce 5e, ça fait long quand même les mecs, c'était un concert absolument grandiose. Et en plus j'étais devant. Le son était surpuissant mais pas assourdissant pour autant, et de très bonne qualité. Il y avait un pogo balèze pas loin de là où j'étais, mais ça m'a pas empêché d'être totalement centré sur le groupe. Voici 2 extraits assez longs, j'espère vraiment que ça vous plaira. Voilà, c'est avec cette photo du démontage de l'entrée du festival que je termine cette vidéo. Malgré une organisation pas terrible pendant le montage et démontage, ainsi que pendant les 4 jours où là à mes yeux c'était vraiment pire, c'était une bonne édition pour beaucoup de monde. Et le nombre de festivaliers a justement explosé, il y avait 42 000 personnes, soit 12 000 de plus que l'an dernier. Et si vous faites partie des festivaliers, on vous remercie beaucoup pour votre présence. Il reste pas mal de groupes que j'aimerais beaucoup voir dans les futures éditions. Je vous laisse une liste des artistes que je voudrais voir en vous invitant à mettre sur pause pour lire les noms. Et si vous êtes habitué du festival, n'hésitez pas à mettre en commentaire les artistes que vous aimeriez voir au Motocultor.
Quant à moi, je vais reprendre mes vidéos sur le cinéma et j'espère que cette vidéo particulière vous aura plu. Et si vous ne connaissez pas ma chaîne, n'hésitez pas à me suivre, ça me ferait grandement plaisir.